Cela annonce bien sûr la remise du prix international. Vous l'avez deviné quand même. Donc le prix international de la laïcité est remis à Hilda Irbod Degani Hazar et je demande à Madame la maire Hidalgo de venir remettre le prix. Merci. Ah bon, il y a marqué Anne Hidalgo. En plus, ça devient drôle. Si j'avais su. Oui, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, Madame la présidente du jury, très chers amis, c'est pour moi évidemment un immense plaisir. Je ne vais pas répéter les hommages que je souhaiterais rendre à toutes les personnalités qui sont présentes en leur grade et en leur qualité, sans jeu de mots. Mais vous dire le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés aujourd'hui pour remettre à Irbod Degani Hazar et à Hilda Degani Hazar, qui sera, je crois, à nos côtés pour la remise du prix, ce prix international. Ce prix international qui vient récompenser un engagement infatigable dans la défense des droits humains et la liberté des femmes iraniennes, alors que nous venons d'apprendre la condamnation à des peines de prison, notamment pour propagande contre la République islamique, deux journalistes iraniennes, Niloufar Hamedi et Elahe Mohammadi, qui ont contribué à rendre publique la mort de Gina Mahsa Amini le 16 septembre 2022. Votre combat pour la liberté et la justice résonne avec une force toute particulière aujourd'hui. Son combat, c'est celui, Madame la Présidente, vous l'avez longuement évoqué, c'est le combat de la laïcité, bien sûr, pour que toutes les Iraniennes puissent vivre libres, mais c'est un combat qui va évidemment bien plus loin que la laïcité lorsque ce combat, si et quand il est porté, engage la santé, engage la vie elle-même, et notamment toutes les contraintes pour ces femmes qui ne peuvent pas vivre libres, qui sont imposées par la République islamique d'Iran, et qui n'a de république, et sans doute est-il nécessaire de le rappeler, que le nom. En tant que franco-iranien, vous vous êtes tout de suite mobilisé quand les manifestations ont éclaté l'année dernière en utilisant votre outil de lutte, celui du droit. Vous vous êtes donné pour mission d'accumuler, de conserver et de documenter toutes ces preuves, documenter ces exactions commises sur et contre les femmes iraniennes et sur les très nombreux manifestants du mouvement de protestation qui a suivi la mort de Gina Mahsa Amini. Face à la répression violente du régime iranien, vous faites ce travail exigeant, difficile, mais ô combien nécessaire, de recensement de toutes les atteintes aux droits humains, aux droits des femmes, aux actes de violence jusqu'aux exécutions, y compris dans leur caractère le plus abject. Au sein du collectif de juristes Iran Justice, vous compilez inlassablement les preuves pour qu'un jour, lorsque ce temps sera venu et en espérant qu'il arrive au plus vite, lorsque d'éventuels procès, des procès seront organisés, vous puissiez produire ces documents pour faciliter la qualification pénale et le travail de la justice. Malgré les monstruosités qui vous sont rapportées et malgré le temps qui passe, votre investissement n'a jamais faibli, à l'image du mouvement de protestation qui ne s'essouffle pas en Iran et de ces femmes qui scandent toujours « Femme, vie, liberté ». Oui, vous gardez espoir pour un avenir meilleur. Cet espoir, c'est aussi ce qui vous pousse à relever de nouveaux défis, tour à tour, sportif de haut niveau, commercial, directeur de cabinet d'un élu, entrepreneur. Vous avez repris vos études à 33 ans pour passer le barreau et devenir avocat. Vous avez évidemment été membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes vite reconnu par vos pairs pour votre capacité à régler les conflits. Vous faites partie des ambassadeurs de l'amiable nommés par le garde des Sceaux afin d'accompagner et de former vos pairs. Aujourd'hui, cher Irbod, au Conseil national des barreaux, vous prenez part à la commission chargée de coordonner les actions des avocats dans le domaine des modes amiables de règlement.
des différends et évidemment ce souci de la communication et du règlement à l'amiable, cet intérêt pour le dialogue et la compréhension de l'autre, c'est aussi ce qui vous pousse à défendre les libertés des Iraniennes parce qu'elles n'ont pas le droit tout simplement à la parole. Je veux redire ici au nom de la maire de Paris, au nom de tout l'exécutif parisien, tout notre soutien au peuple iranien, aux femmes qui continuent de se battre pour leurs droits et vous dire que Paris sera toujours à vos côtés. Nous avions encore eu l'occasion aux côtés de la maire de Paris de le dire lors de l'inauguration du jardin dans le 10e arrondissement. Et nous continuerons d'honorer celles et ceux qui se battent pour leurs droits, pour la liberté de conscience. Je le disais à l'instant, comme l'avait dit la maire lors de l'inauguration du jardin dans le 10e arrondissement. Je voudrais profiter de ce moment pour partager ma joie de savoir aussi que l'anthropologue Fariba Adelka a pu regagner Paris mercredi 18 octobre après avoir été retenu si longtemps arbitrairement en Iran durant plus de 4 années, accusé d'atteinte à la sécurité nationale. Les bonnes nouvelles sont rares en ce moment et il faut, je crois, savoir les célébrer en rendant un hommage à tout particulier, à ses collègues et à tous ceux qui ont œuvré à cette libération. Je me réjouis aussi du soutien de la communauté internationale qui s'est récemment exprimée à travers le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2023, décerné à titre posthume à Jina Mahsa Amini et au mouvement Femmes Vie Liberté. Et comment ne pas penser à la journaliste et militante Narges Mohammadi, emprisonnée en Iran pour son activisme en faveur des droits humains, qui vient juste de recevoir le prix Nobel de la paix. Mesdames et messieurs, très chère Hilda, très cher Irbod, j'aimerais justement terminer en citant quelques mots de Narges Mohammadi, tirés de la lettre qu'elle a écrite au mois de juin 2023 de sa prison à Evin. Si nos barreaux sont immobilité, silence et mort, nous sommes mouvement, écho et vitalité, et c'est là que se dessine la promesse de notre victoire. Votre engagement s'inscrit bien dans ce mouvement de vitalité, c'est pourquoi nous sommes honorés, heureux de vous offrir, de vous remettre le prix international du comité Laïcité République. Bravo. Madame le maire, monsieur le maire, je vous remercie pour votre accueil chaleureux en ce lieu magnifique de la République. Madame la présidente de la jury, enfin, Madame la présidente du jury, pardon, je suis vraiment émue. Mesdames, messieurs les jurys, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je reçois ce prix de la laïcité remis à mon frère et à moi-même. Et avec votre permission, je souhaite partager mon prix avec mes compagnons franco-iraniens avec lesquels nous luttons quotidiennement contre le régime islamiste des mollahs qui occupe et détruit l'Iran depuis 44 ans. Voleh, Mona, Lila, Azadeh, Pani, Nushan, Mahasti, je ne peux pas tous vous nommer. Je suis ravie de vous connaître. L'islam et l'islamisme, entre l'idéologie et la spiritualité, il n'y a qu'un cheveu. Ce cheveu pour lequel ils tuent. Ce cheveu qu'elles exhibent en étendard de leur lutte pour la démocratie et pour la liberté. Je vous lis le discours de mon frère avec quelques ajouts de ma part en toute fin. Si étrange que semble le moment présent, quelque mauvaise apparence qu'il ait, aucune âme sérieuse ne doit désespérer. Les surfaces sont ce qu'elles sont, mais il y a une loi morale dans la destinée, et les courants sous-marins existent.
Pendant que le flot s'agite, eux, ils travaillent. On ne les voit pas. Mais ce qu'ils font finit toujours par sortir tout à coup de l'ombre. L'inaperçu construit l'imprévu, sachant comprendre l'inattendu de l'histoire. C'est au moment où le mal croit triompher qu'il s'effondre. C'est un extrait des recueils intitulés Actes et paroles de Victor Hugo de 1876 qui rassemble certaines de ses interventions en qualité de parlementaire et d'écrivain engagé. En France, nous avons acquis par la force, la conviction et le combat le fait de vivre dans une république laïque. Laïcité certes nécessaire à une démocratie. Laïcité certes nécessaire à une démocratie car elle va permettre de trouver le point d'équilibre entre certaines libertés individuelles et le besoin d'une cohésion nationale à travers les droits collectifs dont l'État est le garant. On peut citer parmi ces libertés les libertés de conscience et de religion, mais aussi la liberté de l'enseignement. Pour rappel, ces autres mots de Victor Hugo, dans son discours du 15 janvier 1850, en opposition au projet de loi Fallou, s'agissant du volet ecclésiastique, disait « À ce point de vue restreint mais pratique de la situation actuelle, je le déclare, la liberté de l'enseignement. Mais je veux la surveillance de l'État. Et comme je veux cette surveillance effective, je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. L'honorable M. Guizot l'a dit avant moi. En matière d'enseignement, l'État n'est pas et ne peut être autre chose que laïque. Instruire, c'est construire. Je me défie de ce que vous construisez. Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la jeunesse, l'âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie, l'esprit des générations nouvelles, c'est-à-dire l'avenir de la France. Parce que vous le confiez, ce serait vous le livrer. En France, il faut se rappeler que le combat républicain avec les partisans de l'Église catholique pour faire naître la vision d'une société laïque a été ardu. Plus que jamais, dans une France, que dis-je, dans un monde aussi brassé culturellement et cultuellement que le nôtre, la défense de la laïcité et sa promotion en opposition au premier rang des combats, en opposition aux percepts obscurs de la radicalité religieuse, doivent être portés au premier rang des combats idéologiques et politiques. Je fais mien les propos de Richard Malka, avocat et écrivain engagé, qui, dans une interview au journal Le Point du 13 octobre dernier, dit « La radicalité et l'extrémisme religieux doivent être combattus par tous les moyens, sans faillir. Tous les phénomènes de séparatisme et d'expression religieuse dans la sphère publique doivent être combattus, car encore une fois, nous sommes un pays laïque et qui entend le rester. » Je sais que mes propos peuvent choquer certains, mais la bienveillance et la tolérance doivent être réciproques. Et l'actualité nous démontre que les régimes politiques basés sur le radicalisme religieux ne sont ni bienveillants ni tolérants. Au regard de l'actualité, je ne crois pas qu'il soit utile d'en donner des exemples pour s'en convaincre. Alors que nous reste-t-il à faire pour préserver notre idéal de démocratie et les principes universels de lumière ? Il nous faut nous lever et nous rassembler pour combattre l'obscurantisme religieux à travers la mise en œuvre d'une culture commune et universelle de la laïcité. Il faut nous mobiliser en ayant conscience que ce qui se passe à 4210 km de chez nous, distance entre Paris et Téhéran, a une influence immédiate dans l'affaiblissement de notre idéal démocratique et les violentes attaques contre notre modèle qui promeut la laïcité. Ceux qui vivent là-bas, sous le joug d'une dictature mafieuse qui a érigé la chose religieuse tel un idéal de société fondé sur un apartheid sexuel, se battent au quotidien au péril de leur vie.
pour la défense des principes de liberté et de laïcité, ils risquent chaque jour les détentions arbitraires, la torture, les mutilations, les viols et même l'exécution. Alors il faut nous mobiliser pour les soutenir. Le chèvre-choutisme et le court-termisme ne sauront venir à bout de cette vague d'obscurantisme qui submerge le monde. L'arme fatale de ces prédateurs de démocratie et de liberté est la manipulation et la victimisation qui piègent invariablement la bien-pensance. Nos armes sont l'enseignement et l'information et notre rempart absolu est la laïcité. Pour préserver notre idéal de société, il faut que notre mobilisation soit à la hauteur du danger que l'obscurantisme représente pour notre civilisation. C'est ce que nous faisions lorsque nous luttions ici pour la scolarisation des enfants afghans, syriens ou d'autres. Nous étions quelques-uns à penser qu'il serait bien assez tôt, après 16 heures et probablement à partir de 16 ans, livrés au chantre de l'obscurantisme. C'est ce que nous nous efforçons de faire à travers nos actions partisanes depuis la France berceau de l'humanisme pour soutenir le mouvement révolutionnaire iranien. Aussi, après avoir partagé avec mes compagnons de lutte, je vous demande de m'autoriser d'offrir ce prix international de laïcité aux résistants qui se trouvent à 4210 km en leur indiquant que nous ne les oublions pas et que nous avons bien compris que leur lutte là-bas contre le terrorisme religieux nous concerne ici et partout dans le monde. Je voudrais également offrir ce prix à toutes les victimes des crimes de l'islamisme, celles sauvagement tuées en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Palestine, au Yémen et en Israël. Dominique Bernard, tué il y a tout juste un an, ici en France. J'ai dit quoi? Je vous demande pardon. Il y a un mois précisément, pardon. Pour finir, je vous sensibilise très rapidement aux actions prochaines de notre association Nowruz que nous avons créée avec Irbod et des amis pour rassembler les bonnes volontés. En plus des actions juridiques que nous menons avec d'autres collectifs, dont Femmes Azadi, nous avons comme action prochaine l'apartheid de genre, les biens mal acquis et la cybercriminalité. Je vous remercie pour ce prix.